Je vous remercie, monsieur le professeur modérateur. Je voudrais aussi remercier tous les participants ici présents. Je salue particulièrement la présence de la Fondation Friedrich Ebert, c'est ça? Merci beaucoup de Genève et le professeur Pierre Moret qui nous a fait l'amitié de se déplacer aujourd'hui pour cette conférence. La conférence que je voudrais donner est intitulée Gouvernance et expérience électorale en RDC. Nous voulons partir des normes étudiées, c'est-à-dire essayer de montrer quelques dispositions qui étaient fixées dans la loi électorale, dans la loi sur la répartition des sièges, mais également aboutir sur la manière pratique dont les acteurs ont appliqué ces normes-là. Le souci pour nous ici, à la conclusion, vous allez le voir, c'est de pouvoir montrer avec des données que la réalité politique, le pouvoir politique du Congo est aujourd'hui prisonnier et enfermé dans 6 prisons, que nous appelons les 6 prisons du pouvoir. Donc tout l'exercice que je vais faire ici, c'est de vous montrer l'intelligence politique au niveau du Parlement, au niveau de la politique, l'intelligence que les gens ont mis sur le terrain, et à la fin, nous tous, la classe politique, comment nous sommes arrivés. J'ai subdivisé cette conférence en 5 points, mais le 4e point, c'est le plus simple de ma conférence. Premier point, c'est les sources méthodologiques des données, vous dire quelles sont les données, comment je les ai obtenues. Deuxièmement, une petite histoire des élections en République démocratique du Congo. Je parlerai du terrain et des joueurs du jeu électoral en RD Congo de 2023. C'est de la géographie politique et de la géopolitique. En 4e point, jeu et enjeu autour de 13 axes principaux du processus électoral. Je pense qu'il y a eu 13 axes sur lesquels on va voir. Puis je vais discuter ces données. Alors, d'où viennent les données que je présente ici? C'est essentiellement de 4 ou 5 études différentes. Premièrement, nous avons réalisé des enquêtes de terrain d'études socio-anthropologiques autour de ces élections, sous une posture de chercheurs engagés et embarqués dans le fait de l'action électorale en 2023, parce que au sein de l'Observatoire de la gouvernance, notre laboratoire, nous avons aligné 8 candidats. Donc 2 professeurs d'université, 6 assistants et chefs de travaux, et un de nos candidats a réussi en milieu rural, alors que tout ce qui était en milieu urbain ont échoué. Alors, ensuite, nous avons également bénéficié d'un colloque au niveau de l'ICC, encore financé par la Fondation Konrad Adenauer. C'était le 14 novembre 2023, autour des alliances politiques. L'ensemble de ces gymnastiques va alors nous conduire à faire un appel pour un ouvrage collectif sur la gouvernance électorale. C'est un ouvrage qui est déjà en processus électoral. Pratiquement tous les experts sur les questions électorales ont donné des chapitres à cela. Donc c'était des observations participantes, des entretiens semi-directifs, des parcours commentés, des enquêtes ainsi, tout ainsi de suite. Alors, quelle est l'histoire singulière des élections en RDC? Il faut noter que les élections chez nous, d'abord c'est quelque chose qui vient réellement avec le processus colonial. Durant la période précoloniale, le mode de conquête majoritaire du pouvoir, c'était l'hérédité et la conquête. Sous la colonisation belge, on a eu des élections en 1957, 1958 et 1960. 5 faits majeurs peuvent ressortir de ces élections organisées par l'administration coloniale. D'abord, il y avait des irrégularités commises par l'administration belge dans l'organisation et le contrôle des élections. C'est important de le souligner parce que les irrégularités ne commencent pas en 2006, en 2011 ou en 2020. Deuxièmement, des fraudes massives étaient reconnues par les autorités belges elles-mêmes. Donc déjà sous la colonisation, ces autorités avaient reconnu qu'il y avait des fraudes, des cas de circonscription dans lesquels les élections ne furent pas organisées et étaient reportées. Déjà sous l'administration coloniale belge, les élections étaient reportées dans quelques circonscriptions. Donc ça, ce n'est pas aussi un problème si on reporte jusqu'aujourd'hui. Il y avait des recours rejetés par la justice belge. Des résultats proclamés malgré de nombreuses irrégularités. Tout le monde avait reconnu qu'il y avait des irrégularités, mais en 1957, 58 et 60, on avait proclamé des résultats malgré des irrégularités.
Donc vous voyez comment ça va se poursuivre jusqu'après. Alors, on aura des tensions suscitées par ces élections de 1957 vont se poursuivre dans les élections organisées sous Mobutu en 1977, 1982 et 1987. En tout cas, on est sous les partis État, mais il y avait énormément de tensions. Sous la Troisième République, nous avons déjà eu 4 cycles électoraux, 2006, 2018, 2011, 2018 et 2023. Le constat de ces 4 cycles électoraux, c'est une régression perpétuelle de la qualité. Donc, de chaque cycle, nous partons en descendant vers les affaires. En 2006, en tout cas, beaucoup d'experts qui publient sur les élections disent que ce sont les élections les mieux organisées de l'histoire du pays. Mais ces élections ont abouti par une guerre dans la ville même de Kinshasa. En 2011, il y a eu plusieurs cas de vandalisme, des incendies, même des violences physiques autour des candidats, autour du personnel de la CENI. Et au finish, un opposant va se proclamer candidat président dans sa maison. En 2018, les contestations étaient orientées vers les cours et tribunaux, lesquels ont versé dans les tripatouillages aussi. Et en 2023, les élections étaient piégées dès le départ par plusieurs questions sensibles liées à la CENI, à ses animateurs imposés, ainsi qu'à une loi électorale taillée sur mesure d'une famille politique. Alors, qu'est-ce qui va se faire avec les élections de 2023? Je voudrais donner ce terrain et cette cartographie des joueurs pour étayer quoi? Je voudrais vous montrer qu'on a commis l'erreur, et c'est ce que j'ai dit là, qu'il n'y a qu'en politique où les Congolais peuvent s'enrichir. La politique, les églises et les ONG, c'est là où les gens ont l'argent. En dehors de ça, il n'y a pas des entreprises, le travail rémunérateur, les profs d'université, les médecins ne peuvent plus vivre de leur salaire. Conséquence, tout le monde a tendance à aller en politique. Et vous voyez, au total, les élections de 2023, ces données ici sont des données ici, des résultats provisoires avant qu'on aille dans les recours. Les recours ont encore fait évoluer. 104 888 individus étaient en course électorale pour le suffrage universel. Ces chiffres ici ignorent les candidats gouverneurs des provinces, sénateurs et tout. Mais si on les ajoute, ça monte 104 800. C'est pratiquement les habitants d'une petite entité en France. 910 partis politiques éligibles au scrutin, sans compter les partis exclus, comme Alliance pour le changement de Kaboum et tout. 68 regroupements politiques autorisés à compétir, 26 candidats présidents, et pour une fois dans l'histoire du pays, la CENI n'a validé que 24 et la Cour constitutionnelle a ajouté 2. Donc l'enjeu était de multiplier l'arrivée. Il n'y avait que 2 seules femmes candidates présidents, et la particularité c'est que la province du Kwilu, chaque territoire a un candidat président, excepté Idiofa. Parce qu'à Gumbo, on a Musito, à Boulungu, on a Ngalasi, à Bagata, on a Fayoulou. Donc, partout, il y a eu des candidats dans les Kwilu. 23 653 candidats députés nationaux, 49 209 candidats députés provinciaux avant les recours, et puis 32 000 candidats conseillers municipaux. Et il faut noter que les élections municipales ne se sont pas déroulées dans toutes les entités municipales. C'est pour dire que ça pouvait encore aller bien loin. Alors, les jeux et enjeux électoraux autour des 13 axes principaux du processus électoral. Comment on a joué ici? D'abord, premièrement, 6 pratiques de la loi électorale que nous considérons comme les sortes de principaux, les sortes de principaux du chaos organisationnel et des désordres extrêmes que nous avons vécu. Premier élément, c'est le seuil de recevabilité. L'enjeu, le souci du législateur était de réduire le nombre de candidatures. On voulait qu'il n'y ait pas trop de candidats. Malheureusement, faute de l'intelligence politique, toutes les mesures initiées par les législateurs ont contribué au boom. Et c'est ça qui demande que les politiques apprennent à écouter un tout petit peu les universitaires lorsqu'ils décident. Ce seuil ici voulait dire quoi? On va recevoir les partis
que s'il représente 60% des sièges à pouvoir, c'est-à-dire, si vous voulez postuler à la députation nationale, il faut au minimum présenter 300 candidats. Quelle est la conséquence? Je l'ai dit, tous ces gens ici, 910 partis politiques, si un parti s'estime avoir un poids, il suffit d'avoir 300. Vous pouvez faire 300 candidats multipliés par 910. Vous voyez ce que ça peut faire. Donc, ceux qui avaient imaginé la notion du seuil de 60% n'avaient pas poussé les raisonnements jusqu'au bout. Deuxièmement, on a maintenu le cumul de 2 ou plusieurs candidatures au même scrutin. Donc, quelqu'un peut être candidat député provincial, candidat député national, candidat conseiller municipal et même candidat président de la République. Ce qui est déjà un autre problème. C'est de représentativité de 1% au niveau national, mais ici, qui connaît, qui a réalisé 1%? Il n'y a que la CENI qui connaît. Personne d'autre n'a la possibilité de savoir s'il a obtenu les 1% ou non. Conséquence, lorsqu'on ne vous aime pas, on vous dit que vous n'avez pas atteint les seuils. On a décidé de dire que la dimension genre dans la constitution des listes de candidatures. Toute famille politique qui présentera 50% des femmes ne payera pas de caution. Mais maintenant, ici, les gens sont allés chercher toutes les filles de 18 ans, fraîchement sorties de l'université, toutes les mamans qui vendent au marché, pour remplir des listes. Conséquence, beaucoup de candidates ne savaient même pas qu'elles étaient candidates. Procuration comme condition de recevabilité de la requête devant les juges. On nous dit que si vous voulez aller en justice, vous devez avoir la procuration du président de votre parti politique. Mais c'est un déni de justice. La Constitution dit que tout Congolais a le droit de se faire écouter par les juges de son droit, de son choix, de sa juridiction. Mais maintenant, ici, beaucoup de présidents des partis ont refusé de délivrer des procurations. Conséquence, plusieurs familles politiques ne sont pas allées en justice. Tous les candidats qui se sentaient malaisés, on a pris le 3e de la liste, on les proclame à ta place, et le président te dit, comme vous êtes de la même famille politique, ça ne sert à rien d'aller en justice. Ou pour d'autres familles politiques, carrément, lorsque le président, qui était candidat président, a vu qu'il n'est pas élu, il a perdu confiance, il a dit, je ne crois plus au processus. Et conséquence, quand on dit qu'il faut tel au niveau législatif, il dit, je ne donnerai pas de procuration. Et puis, le vote électronique ou semi-électronique. En réalité, nous avons vu qu'on a proclamé les résultats alors que certains plus étaient encore dans les bureaux de vote. C'est-à-dire qu'on a proclamé à partir des résultats transmis électroniquement, ça a été un vote électronique. Nous allons devoir, c'est ça qui fait que nous entrons dans ce que nous appelons les post-vérités des urnes. Les urnes, qui étaient un élément important dans la sociologie électorale des siècles passés, est en train de perdre tout ça sans faire. Donc, j'ai dit que les législateurs voulaient réduire le nombre de candidatures. Ces mesures les ont triplées. Alors, regardez, le deuxième élément majeur, c'est la problématique des cautions exorbitantes, non remboursables et l'alignement des enfants, frères, sœurs et conjoints comme suppléants. Les élections au Congo sont parmi les plus chères en Afrique, si pas dans le monde. D'abord, rien que le seuil, on dit pour être candidat conseiller de secteur, c'est dans les villages, il faut payer 150 000 francs. C'est une fortune pour les villageois. Conseiller municipal, 300 000. Conseiller urbain, 500 000 francs. Candidat bourgmestre, ça doit 750 000 francs. Candidat député provincial, 1 million de francs. Candidat député national, 1 600 000 francs. Candidat maire de la ville, 2 500 000. Candidat gouverneur de province, 10 millions. Candidat président de la RDC, 160 millions, presque 70 000 $. Vous voyez, lorsqu'il faut payer cette caution, le candidat est obligé de s'appauvrir en puisant dans le patrimoine de sa famille. Quelle est la conséquence lorsque je vais être candidat? Il faut que je vende peut-être la maison familiale. Mon épouse va exiger naturellement, au cas où toi tu n'es pas là, tu passes. Je suis ton suppléant. Conséquence, c'est quoi? Les suppléants ont un grand pouvoir plus que les colistiers. Les colistiers, ils vous accompagnent, vous avez un siège et ils disparaissent. Alors, en conséquence, entre autres, à cause de cet élément, ça a fait que tous les candidats qui dépassent beaucoup d'argent ont préféré mettre comme suppléants leurs épouses
leurs femmes, leurs enfants, ainsi de suite. Et c'est un élément qui justifie, dans un autre ouvrage publié ailleurs, nous avons montré que 360 familles gouvernent le Congo. Certaines donnent à la République jusqu'à 12 mandataires, des députés, des ministres, ainsi de suite. Alors, troisièmement, la sélection des candidats, des seuils et des délais de recevabilité. Ici, nous aboutissons à un système de parrainage. Alors qu'au début, c'était un système de dire que les gens vont se tenir la main. On fait des alliances pour qu'ensemble nous puissions monter. Il y a une anarchie particulièrement observée au niveau des délais de réception des candidatures. Les candidatures ont été reçues jusqu'au-delà du délai de substitution, de remplacement et tout. Une liste qui aligne 50% du nombre de femmes ont dit ne vont pas payer la caution. Conséquence, je l'ai déjà dit, on va aller chercher des femmes qui n'ont aucun poids politique, aucun intérêt, pourvu d'arriver là-bas. Et certains agents de la CENI, mal formés, ont appliqué les 50% de la parité sur le nombre de sièges à pouvoir. J'explique. La loi dit que ces 50 vont être appliqués sur les sièges visés. C'est-à-dire que si à Moamba, il y a 10 sièges, vous ne visez que 6 sièges. Vous allez aligner 3 femmes, 3 hommes, votre liste doit passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ici même alimenté, ça je donne les statistiques du cas du regroupement du Dr Denis Mukwege. Dans les circonscriptions d'Engaba et de Mété, au municipal, on a invalidé les listes au motif qu'il fallait appliquer les 50% sur les sièges prévus. Comme il y a 10, il fallait mettre 5 femmes, 5 hommes. Alors que le regroupement a dit il y a 10 sièges, nous visons seulement 6. Nous mettons 3, 3. On a éliminé. Dans l'entretemps, dans les circonscriptions de Matete, qui sont Elemba, on a appliqué ça sur les sièges visés tels que la loi l'a vu. Donc une CENI à double vitesse, les agents ne savaient pas. Les regroupements ont eu alors des parrains, des mentors, des listes au sein de la CENI. Il fallait alors aller chercher au sein de la CENI un mentor qui va veiller sur votre liste, qui peut aller prendre des candidatures à la maison, venir changer et remplacer. Alors, quatrième problème majeur de ces élections, c'est la campagne électorale ou marchandisation des services militants. Un autre coût exorbitant via ce niveau, c'est que les militants et les électeurs savent qu'ils n'accèdent que rarement au pouvoir à côté des candidats. Conséquence, tout est monnaie. S'ils doivent venir à vos meetings, aux campagnes, vous devrez payer les frais de transport, vous devrez les remercier. Ils sont même capables de vous appeler à aller faire la lessive chez eux lorsque vous êtes candidat, parce qu'ils savent qu'ils ne passeront pas. Donc, seuls les membres de la famille biologique, amicale ou des églises et tout, essayent de se comporter autrement. Sinon, les militants ne sont plus des alliés politiques, mais des courtisans ou clients. Et la relation entre candidat et militant devient une relation de clientèle, client-patron, et la marchandise et l'influence populiste, la présence et tout. Alors, les récompenses officielles et officielles sont donc réclamées par les militants ou candidats à tous les niveaux, y compris au niveau post-électoral. Quand ils ont des deuils, ils sont endeuillés, ils ont des fêtes chez eux, vous êtes obligés d'y aller. Et plus grave, la surveillance électorale, cette année devenu un métier, le regroupement de Moïse Katumbi a dû payer les surveillants. C'est-à-dire qu'on leur donne un salaire. Conséquence, ce n'est plus un travail militant et la science politique va évoluer. Et donc, il y a toute cette pression qui va arriver vers les candidats, vers les députés élus, vers le tout. Ils commencent à assumer les charges de l'État démissionnaire. Cinquième élément de ce processus électoral, c'est l'opposition politique au monopole éclaté. J'ai emprunté cette expression au professeur Guy Aoundou d'ici. Une élection politique vraiment qu'on peut bien appeler des pacotis, qui n'existe pas. Qui la journée l'opposition, la nuit c'est autre chose. En fait, on sait que depuis l'époque coloniale, l'opposition congolaise est toujours multiple, variée et infiltrée par les camps au pouvoir. Mais une branche de l'opposition a boycotté le processus, c'est le FCC cher à Joseph Kabila. Et là, en boycottant ce processus, c'est en fait la branche qui a permis de voir que c'est un processus non inclusif. Donc il y a une non-inclusivité, alors que dans le processus d'évaluation des élections, l'inclusivité est très recherchée.
Le 15 novembre 2023, encore là-bas, sous une ONG internationale sud-africaine de gestion des conflits, la même ONG qui avait réuni les opposants en 2018 a essayé encore de les réunir cette fois-ci pour trouver un candidat uni. Mais là encore, c'est la loi de l'argent qui a essayé de l'emporter sur la loi des idéologies. Conséquence, les coalitions politiques sont devenues les marchés du pouvoir politique. Quand vous arrivez là, chacun vous dit il faut me donner autant, il faut me rembourser autant. Si tu veux que je t'accompagne. Alors, les dimensions identitaires et ethniques des coalitions politiques sont aussi capitales parce qu'il est attesté que c'est en majorité les ressortissants de l'espace du Grand Kasaï, du Grand Kivu, qui sont en majorité des fabricants de coalitions et de partis politiques. Alors que dans ces espaces-là, on fabrique beaucoup, il n'y a pas un grand nombre de candidats présidents, comme l'espace du Grand Bandundu, qui en fait est considéré comme marche-pied de ces autres espaces. Surveillance électorale, gestion anarchique des témoins et observateurs par les agents de la CENI. J'ai dit que les braconniers étaient affectés comme des éco-gardes. Les cartes de témoins des observateurs et des journalistes n'étaient pas délivrées jusqu'à la veille des élections. On a délivré une partie, parfois 20 cartes. Conséquence, on a assisté à l'impression des cartes macarons informelles dans les bureautiques à la cité. Partout, on vous appelle, on vous dit on est en train de vendre des cartes de témoins dans une bureautique à Lemba. Vous y allez, vous donnez 100 $, on vous donne 1000 cartes. Et ces cartes-là sont pratiquement les mêmes cartes que la CENI utilise. Conséquence, le nombre de votants par dérogation a été plus élevé que le nombre de votants attendus inscrits sur la liste. Absence de procès-verbaux formels brandissables en cas de nécessité devant la justice électorale. Pour avoir les procès-verbaux dans les bureaux de vote, il fallait avoir quelqu'un dans la CENI qui te les donne. Parce que d'abord, non seulement que les bureaux qui essayaient d'afficher les voyous venaient arracher tout d'un coup, parfois des voyous qui sont au service de certains candidats. Alors, à la fin, il fallait recourir à des mécanismes alternatifs. Pratique de commercialisation des cartes, des PV, des votes multiples par les agents de la CENI. Et même, ils cherchent les candidats, ils vous disent, à la fin des élections, des cartes qui vont rester, nous pouvons voter pour vous, nous pouvons. Et donc, une anarchie inédite lors de ces élections. Discours de campagne. Nous passons en 7e lieu, qui a lieu de réfléchir et de normaliser les discours de campagne. Cette année, d'abord de tous les candidats, j'ai pris 3, mais il y en avait au moins 7 majeurs. Le seul candidat qui a pensé qu'on peut aller faire la réforme de la loi électorale, c'est le candidat Moïse Katumbi. Le candidat Moïse Katumbi a prôné pour la mauvaise gouvernance, notamment électorale, et puis fin de la guerre. Le candidat Félix Tshisekedi, les identités jugées étrangères, menaçantes et criminelles. Donc vraiment, c'était un discours proche de la congolité. Consolidation des acquis de son premier quinquennat et guerre à faire contre les Rwandais. Donc vraiment, c'est un discours que les Congolais voulaient entendre. On va agresser, on va attaquer, on va frapper, et les Congolais pouvaient les voter pour ça. Alors que Denis Mukwege insistait sur 3 faits: fin de la faim, fin de la guerre et fin des vices. Nous pensons que pour des raisons de cohésion nationale, il y a lieu que dans les prochaines échéances, on puisse encadrer les discours de campagne. Pour dire que, par exemple, lorsque la CENI a déjà validé des candidats, tu ne peux pas dire que ce candidat-là est un étranger, ainsi de suite. 8. Privatisation des dispositifs électroniques de vote et fonctionnement des bureaux de vote informels. J'ai dit vraiment, on est dans l'ère post-vérité des heures. Possession de particuliers candidats des kits électoraux de la CENI. Machine à voter, imprimante, carte d'électeur, procès-verbaux vierges et tout. Même le président de la CENI avait reconnu, tout en disant que ce n'était pas de la responsabilité de la CENI, mais plutôt de la police qui n'a pas fait son travail. Il faut noter que c'était déjà au stade de la révision du fichier électoral, que par accident, on voit des gens qui sont possesseurs de machines supposées n'être qu'entre les mains de la CENI. Les agents de la cartographie électorale eux-mêmes, les gens qu'on avait déjà envoyés pour identifier au métal les bureaux de vote, avaient déjà vendu précis l'argent. En conséquence, beaucoup de bureaux de vote étaient installés dans les écoles appartenant aux candidats, opposition et majorité.
Et tous ces candidats ont profité pour contrôler certaines machines, qu'on a dit que les machines étaient en panne, mais en réalité la machine n'était pas en panne. Dans une école où il y a 6 bureaux, on prend une machine, on dit qu'elle est en panne, mais en réalité elle est en train de voter dans le bureau du directeur de discipline. Conséquence, tous les promoteurs des écoles qui étaient aussi centres de vote ont joué aux fraudes et c'est un sérieux problème. La CENI avait annulé le suffrage exprimé des législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions de Massimani, Sud-Ouest et Akoma Nord. 82 candidats invalidés, donc 3 ministres en fonction, 4 gouverneurs de province, un membre du bureau de l'Assemblée nationale, des mandataires publics et des députés dans les statuts financiers. Donc, on les a accusés de fraude, de corruption, ouvrage de signes, détention illégale et toutes les machines à voter. Mais l'enjeu est que la majorité de ces candidats invalidés ont réussi à se faire élire au niveau sénatorial. À postuler, on a validé et ils sont aujourd'hui sénateurs. Donc, ces mesures n'avaient pas attaché les résultats des élections présidentielles alors que ça a été un vote combiné. En invalidant ici, on devrait aussi invalider l'ensemble du processus. 9e point, des cartes d'électeurs illisibles auto-effacées à un chaos électoral. L'Observatoire d'Alphanance avait déjà organisé une enquête avant les élections, publiée même sur la radio Capi, où nous étions en train de montrer, nous avons travaillé auprès de 10 200 enrôlés de Kinshasa. 97,3% affirmaient que leur carte d'électeur s'était effacée, en écrit et en photo. On avait déjà saisi la CENI pour leur dire que seul 1,9% des électeurs avaient déjà que les cartes étaient perdues. Donc, traditionnellement, ce sont ces gens ici pour lesquels on fait des duplicata. Donc, en réalité, il n'allait pas y avoir une opération de duplicata, mais la reprise d'impression des cartes. La CENI avait malheureusement décidé de dire que les cartes allaient s'imprimer dans les antennes de la CENI. Ce qui allait créer des engouements, des gens, la fraude, la corruption et tout. Au finish, la CENI a laissé les gens voter sans carte d'électeur. Parce que les cartes n'étaient plus lisibles. Or, la loi électorale dit qu'on ne peut voter qu'en brandissant la carte électorale et la liste électorale. Donc, en réalité, tout a été illégal à partir du moment où n'importe qui pouvait voter, y compris à partir des cartes de témoins et des journalistes achetés sur les marchés noirs. Un fichier électoral auto-audité ou élection sans fichier électoral. Personne n'a en réalité vu ce fichier électoral. Personne ne sait si ça existait. Alors, il y a un grand débat pour dire que le fichier électoral devrait obligatoirement subir une expertise et une évaluation des experts internationaux et tout. La CENI n'a pas voulu. Conséquence, on a estimé que le gouvernement de la violence a cédé les pas au gouvernement par la violence. Donc, il fallait coûte que coûte qu'il y ait. 11e élément, la procuration comme condition de recevabilité de la requête devant les juges en matière de contentieux. Je l'ai déjà dit, cette disposition de l'article 73 de la loi électorale qui dit que seule l'autorité d'un parti ou regroupement politique a la qualité d'engager les partis ou les regroupements en justice et peut donner une procuration spéciale aux candidats lésés qui veulent à leur contestation a été appliquée de manière à dénier les droits à la justice à certaines personnes et à certains candidats. Et ça a été un problème. Et donc, ça s'apparente au déni de justice. Et j'ai même dit ici, les candidats, par exemple, du regroupement ont été pénalisés faute de mes mandats, incapables d'ester en justice. 13. Du silence post-électoral à la lutte politique sur les régimes. La particularité maintenant de ces élections, c'est qu'après ces élections, tout le monde a reconnu le chaos électoral. Tout le monde, y compris la CENI, les présidents de la République, les opposants, tout le monde a dit qu'il y a eu un chaos électoral. L'Église catholique a essayé de jouer aux équilibrismes. Dès le début, l'Église a dit oui, il y a eu un grand chaos électoral, mais accompagnons. Puis après, l'Église a essayé de commencer à parler au moment où tous les autres candidats ont décidé de garder le silence. Alors ça, c'est une particularité du processus de 2023. Celui de 2006, j'ai été enfin abouti par des coups de guerre dans la ville de Kinshasa.
de 2023, c'est l'unanimité du silence. Alors, que veut dire ce silence? Est-ce que ça veut dire que finalement tout le monde a reconnu la légitimité des institutions? Non. Je dis que nous passons donc de la lutte politique dans le régime à la lutte politique sur le régime. Donc les gens se sont rendus compte que ça ne sert plus à rien dans cet environnement de mener la lutte politique dans le régime. Conséquence, vous pouvez le savoir que des gens qui étaient présidents des partis politiques, qui avaient des regroupements politiques, qui étaient même l'ancien président de la CENI, se retrouvent aujourd'hui en marge du combat politique formel, mais ils mènent des combats politiques sur le régime. De toutes ces données, tout ce que j'ai donné jusque-là, ce sont des données. Quelle lecture politologique on peut en faire pour conclure? C'est la discussion théorique des résultats. Je dis que tout ce que nous observons là montre qu'il y a 6 prisons du pouvoir politique en RDC. Première prison, d'abord la conclusion à tout moment du processus, et face à n'importe quel enjeu ou opportunité électorale, l'intérêt privé l'a emporté et le réflexe de contournement de la norme établie s'est imposé. Qu'il s'agisse de l'opposition ou de la majorité. Ça, c'est un comportement de tout Congolais. Il doit contourner la norme face aux élections. L'éthique et la technicité sont reléguées. La compétence intellectuelle est banalisée. On n'en a pas besoin, on a besoin des populistes, des djadels et tout. Alors, pour y remédier, réformer en contournant ces difficultés, nous pensons qu'il faut délivrer les réalités électorales de 6 prisons du pouvoir. Première prison, prison des grands commerçants patrons, nationaux et étrangers. Je vous ai parlé des quotients qu'il faut payer, des frais de campagne. Les Congolais n'ont pas l'argent pour soutenir un coût électoral si élevé. Conséquence, beaucoup de candidats se font financer par des Pakistanais, des Libanais, des Canadiens, des étrangers. Et à tel enseigne que nous avons des candidats qui disent nous sommes derrière des Japonais, nous sommes derrière des Indiens, nous sommes derrière des Pakistanais. En conséquence, tous les circuits économiques dans la ville de Kinshasa, vous pouvez regarder des marchés, des hôpitaux comme HJ et tout, c'est la même clique qui finit par financer des candidats. Première prison, ceux qui sont élus se sont appauvris, il faut qu'ils récupèrent cet argent. Et il faut qu'ils commencent à aller payer aux grands commerçants, ainsi de suite. Deuxième prison, prison de famille, les liens de sang et les liens de sexe. Parce que pour être candidat, on a dépensé beaucoup d'argent. On a appauvri l'héritage des enfants. Conséquence, lorsqu'on arrive là, il faut tout faire pour placer les neveux, les oncles, les tantes, les enfants pour récupérer l'argent en attendant le prochain cycle électoral. Il y a des députés, des groupes de Thomas Lokondo qui essaient de se battre contre ce système, malheureusement, qui sont députés, ce sont les bénéficiaires de ce système. Ce sont les enfants des mêmes personnes, conséquence, ils continueront à mettre leurs enfants, tout là-bas, et ça piège. Et ça, ce n'est pas que la réalité du pouvoir, même l'opposition. J'ai le nom de tout le monde qui était là, des figures emblématiques de l'opposition, qui se sont fait représenter par leurs femmes, par leurs épouses. 3, prison des militants alliés et courtisans des partis politiques au départ des experts. Finalement, on a vu même comment est-ce que, alors que la majorité, l'Union sacrée a gagné une opposition imposante, une majorité imposante, mais pour sortir le gouvernement, ça a été très compliqué parce que le pouvoir est pris en place dans les prisons de ces alliés courtisans des partis politiques qui peuvent même faire pression aux ministres. Les ministres ont plus peur aujourd'hui de ces militants de la rue que des experts et avis des experts. S'ils tenaient compte de ça, cette salle allait être remplie aujourd'hui. 4, prison des bureaucrates de la CENI et d'une justice électorale marchande de victoires et des échecs. La bureaucratie de la CENI, la manière de recruter le personnel de la CENI est devenu un sérieux problème. Ce personnel indépendant qu'on recrute dans la CENI, il vient pour s'enrichir dans les 2 mois qu'il est là. Il n'a peur de rien. Il voit tout, il n'y a pas de normes pour lui, pourvu que son oncle, son neveu passe ou que tel passe. Et la justice électorale à tous les niveaux est devenue une justice commerciale.
en réalité, quand vous êtes à la cour constitutionnelle, vous vous en sortez avec autant de parcelles. Quand vous êtes à la cour d'appel, vous en sortez parce que le coût de la procédure devant la justice électorale est exorbitant. Alors, 5 prisons des experts internationaux et néocoloniaux. Là encore, c'est un sérieux problème, je l'ai dit ici, mais lorsqu'on est en train de parler de la néocolonisation, petit à petit aujourd'hui, le Congo est en train de passer sous la néocolonisation des Indo-Pakistanais et d'autres Africains, des Kenyans, des Rwandais, des tout. Après avoir été colonisés par des Occidentaux, nous serons colonisés par des Indiens, des Chinois qui aujourd'hui contrôlent l'économie. Et à Kinshasa, on ne peut pas être gouverneur de Kinshasa si on ne sait pas combiner avec les Indo-Pakistanais qui tiennent toute l'économie, le système de santé, ainsi de suite. Donc voilà, pour conclure, je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue de politiciens et de chercheurs autour des résultats de ces élections. Il faut qu'on ait ces résultats, que les chercheurs, l'université aient une place, les politiciens aient une place, et ensemble, qu'on soit capable de dégager des vérités pour l'avenir. Professeur, je vous remercie, j'espère que j'ai respecté le temps. Non, mais on peut aller au-delà, mais nous vous remercions quand même. Mais je demande quand même aux étudiants qui sont dans la salle de prendre mes médias, parce que vous allez constater que dans les médias, il n'y a pas beaucoup de virgules. Je fournis vraiment l'effort pour la vulgarisation scientifique de respecter les normes. Je vous remercie pour ça. Merci beaucoup à M. le professeur Gusta. Et merci à vous aussi d'avoir